du Nord, c'est que les Français étaient tellement peu nombreux qu'ils n'ont pas pu avoir les mêmes politiques que les anglophones. De sorte que, dès le départ, quand Champlain arrive, ils sont tellement de petites gangs, ils ne peuvent pas se mettre à dos les Indiens. Donc, ils entrent en alliance avec toutes les tribus amérindiennes. Puis là, évidemment, les Hurons disent « Ouais, mais là, si tu vas être chum avec nous autres, nos ennemis, c'est les Iroquois. » Là, Champlain dit « Ouais, mais moi, vos chicanes, là, la gang, ça ne m'intéresse pas. » Mais il est obligé, puis il entre. Les Iroquois sont la seule tribu d'Amérique du Nord avec laquelle on est entré en conflit. Tout le reste, là, de tout le long du Mississippi, les Français, nos ancêtres, sont en alliance avec toutes les tribus amérindiennes. OK? Fait que c'est pas la même game. Puis quand un gars comme d'Iberville qui a découvert l'entrée du Mississippi, lui, il dit, faudrait former une nouvelle race, moitié indien, moitié blanc. Puis il dit, on rejette les blocs à la mer. Le Jean Malade, lui, il était parti, là, il voulait brûler de la Floride en montant. Après le massacre de la... Bon, tu vois, un gars comme D'Iberville, par exemple, il marche toujours dans sa gang de tueurs. Là aussi, il n'y a pas personne de fin. Sa gang de tueurs, c'est moitié des Français, ou des Canadiens, des Québécois, bout de Christ, mais pas des francophones. Moitié Québécois, moitié Amérindien, moitié Indien. Dans toute l'histoire de D'Iberville. Et puis, quand tu regardes la guerre, la conquête, du point de vue américain, eux autres, ils appellent ça French and Indian War. Donc, ils se battaient contre les Français et les Indiens. On était alliés. Donc, moi, vous n'allez pas me faire broyer. Moi, ici, c'est pas le Far West. Il n'y a pas eu John Wayne qui tire des Indiens. On a été en alliance avec eux pendant un crise de bout. Même en 1837, en 1838, un des points dans la déclaration d'indépendance du Bas-Canada, c'est égalité et liberté pour les sauvages. Quel beau mot, les sauvages. Il ne faut plus dire ça, c'est des autochtones. Nous autres, on est là depuis 400 ans, mais on n'est pas autochtones, nous autres aussi. Hein? Ça prend combien de temps? Et puis avant, les Amérindiens, eux autres avec, sont venus d'ailleurs. Hein? Il n'y avait rien. Avec c'est ça, moi je me sens juste pas coupable de rien. Mais au-delà de ça, il va falloir reconstruire des ponts et se donner une politique d'échange avec les Amérindiens qu'il y a. OK? C'est juste que je refuse de me sentir coupable de quoi que ce soit. Mais c'est des politiques du gouvernement fédéral. Gouvernement britannique. Tout le temps où on a eu notre propre politique amérindienne, on ne procédait pas de la même façon. Mais encore une fois, pas parce qu'on était plus fin. Je pense qu'on a une question à gauche. Personne de fin. Oui, à part, je voudrais savoir quelles sont les positions de Sir Mégachu sur le Chine français pour, et à part justement la formation inadéquate par rapport à McGill, mais quelles sont les autres positions? Parce que je ferais peut-être répondre René ou Mario Beaulieu, que je ne peux pas encore parler. Faites juste préciser la question. Quels sont vos argumentaires que vous mettez sur le combat que vous menez actuellement pour le Chine français? En gros, c'est sûr qu'il y a tout l'aspect historique, mais il y a des conséquences concrètes, économiques aussi, à faire 2 méga-hôpitaux à 10 km un de l'autre au centre-ville de Montréal, parce qu'on veut faire 2 systèmes séparés, un pour les anglophones, un pour les francophones. C'est 2 méga-hôpitaux qui vont nous valoir au moins à 2 stades olympiques, donc il restera à peu près rien pour les infrastructures de santé en dehors de Montréal, dans les autres régions. Par ailleurs, on a dit tantôt, bon, il
chez les finissants à McGill en médecine, il y en a plus que 50% qui quittent le Québec par la suite. Donc, on finance des médecins pour les autres provinces, pour les États-Unis. Puis, ce qui reste, ils s'installent tous à Montréal. Donc, ça augmente la pénurie de médecins à l'extérieur de Montréal. Par ailleurs, dans l'ensemble des universités, les universités anglophones reçoivent près de 3 fois plus de financement que la proportion d'anglophones au Québec. Du gouvernement du Québec, ils reçoivent à peu près 25% des fonds qui vont aux universités anglophones, alors qu'il y a 10% d'anglophones, 8% de langue maternelle, 2% avec les allophones qui se sont intégrés à la communauté anglophone. Du gouvernement fédéral, c'est 35% des fonds qui vont aux universités anglophones. Pendant ce temps-là, les jeunes francophones, il y a 8% de moins de diplômés universitaires chez les jeunes francophones aujourd'hui. Donc, c'est sûr que ça contribue à cette formation-là, si on veut, déficiente entre les gens de différentes appartenances linguistiques. Alors, ce qu'on dit d'autre part, la question, s'il y avait, normalement, il devrait y avoir, si vous regardez dans le reste du Canada, les universités de langue française, il n'y en a à peu près pas. Il y a une université complètement de langue française à Moncton, une petite à Sainte-Anne. Mais si on accepte que les services universitaires en français, comme étant valides, il y a beaucoup moins de financement qui vont dans les services universitaires en français dans le reste du Canada que la faible proportion de francophones. Donc, c'est vraiment inéquitable et ça a des conséquences très concrètes, économiques et linguistiques. Vous voulez fonder une coalition, si je comprends bien, pour cette cause-là. Est-ce que l'administration de l'université est avec vous dans ça? Qui fait partie déjà de cette organisation-là? C'est quoi le rôle que vous attendez? C'est ça. Je pense, en ce moment, tout ce qui est de l'élite politique où ils ne veulent pas toucher toute la question linguistique depuis 15-20 ans, c'est devenu un tabou. C'est assez aberrant d'ailleurs, par exemple, à cause de la loi 101, on s'est fait traiter de xénophobe, alors que la loi 101 faisait simplement rétablir la normalité de ce qui se fait partout à travers le monde, c'est-à-dire qu'on finance l'enseignement public dans la langue de la majorité pour les nouveaux arrivants, c'est ce qui se fait dans le reste du Canada, c'est ce qui se fait aux États-Unis. On l'a appliqué ici pour les écoles primaires et secondaires, mais on ne l'a pas appliqué pour les écoles, les cégeps, les universités. Donc, c'est de convaincre qu'il y a des approches qui se font. À l'UQAM, il y a des profs qui travaillent un peu là-dessus. À l'Université de Montréal, ça semble être la philosophie bonne-ententiste. On collabore avec McGill, je pense pas. Alors, nous autres, ce qu'on essaie de faire, c'est un mouvement populaire, de mobiliser le plus de gens possible, de diffuser notre point de vue. C'est sûr qu'il va y avoir des rencontres de fait avec les dirigeants de l'Université de Montréal, mais jusqu'à date, disons, on n'a pas eu un appui considérable de ce côté-là. Donc, c'est un examen qui commence. Peut-être une dernière question que j'aimerais poser à Falardeau dans le cadre de McGill français du 40e. Très rapidement, là, comment vous avez vu ça? Comment vous avez vécu ça? Comment j'ai vu? Parce que j'avais bien aimé à l'époque de la manif de McGill français, c'est que ça a été organisé par 5-6 gars pendant des mois. Et ces mêmes gars, c'est à peu près la même gang qui a fait un peu plus tard la crise d'octobre. Comme quoi il suffit de 5-6 fous furieux pour faire avancer les affaires. Non, mais je me rappelle, moi j'étais là, il y avait des gars qui dansaient des cocktails Molotov, c'était très intéressant. Ça fait longtemps que je n'ai pas vu de cocktail Molotov de parlant. Ça marche. Alors, ce qu'on attend de vous, c'est que vous preniez le temps d'étudier le dossier. Il y a une mobilisation, il y a le site internet unseulmegachu.org qui contient l'ensemble de l'argumentaire et on pense qu'avec la mobilisation, ensemble, on peut arriver à faire changer les choses. Je pense que oui.